Nouveau code électoral. L'expérimentation pratique de la ruse et de la rage. Première partie. Un projet de ruse. Il forme contre ton peuple des projets pleins de ruse et il délibère contre ceux que tu protèges. Psaume chapitre 83, verset 4. Chers amis, vous êtes nombreux à me conseiller de me taire pour éviter d'être éliminé par le régime en raison des informations qui vous parviennent relativement à leur plan criminel à mon encontre à cause de mes dénonciations qui les mettraient en difficulté. Je vous suis très reconnaissant pour le prix que vous attachez à ma modeste personne. Veuillez ne pas considérer mes nouvelles sorties comme une rébellion contre vos conseils. J'y suis contraint en raison de la situation particulièrement préoccupante que traverse notre peuple. Que l'Éternel veille sur chacun de nous. Béninois, béninoises, chers compatriotes, le mardi 5 mars 2024, tard dans la nuit à 23h57, les députés de la 9e législature ont adopté la loi numéro 2024-13 portant modification et complétant la loi numéro 2019-42 portant code électoral en République du Bénin. La dite loi n'est rien d'autre que la proposition de loi Aké-Natondé, amendée et métamorphosée séance tenante en plénière par suite de 30 minutes de suspension par le député Augustin Awamvoyebla. Chacun a bien joué sa partition conformément à la feuille de route à eux délivrée la veille par le président Patrice Talon, chef des deux partis de la mouvance, pour donner corps au chef-d'œuvre indigeste, médiocre et pyromane. À la proposition Aké se substitue en réalité la loi Awamvoyebla, tous en mission commandée par le chef de l'exécutif béninois. Revenons au texte de loi adopté en attendant la censure de la Cour constitutionnelle qui, je l'espère, va vider cette loi mythomane de son principe actif mortifère. Souvenez-vous que dans ma récente lettre ouverte, je prévenais que la proposition de loi Aké est un brasier qui va ravager le Bénin entier à l'horizon 2026 en raison du germe d'exclusion évidente qu'elle porte en elle. Cette lettre ouverte a été consolidée par ma tribune intitulée « Le plan B de Patrice Talon après l'échec de la révision de la Constitution ». Dans cette tribune, je mentionnais que le plan B est plus sournois et hyper dangereux et que nous devrions
le combattre de toutes nos forces. Les propos du député Abraham dans la nuit du 1er mars 2024 m'ont donné raison. Sans surprise, le code a été voté par 79 voix pour, 28 voix contre et une abstention. Chers compatriotes, en droit, la loi est impersonnelle et de portée générale. On ne peut adopter une loi en faisant de la fixation sur un parti politique, fût-il un parti d'opposition. Coudre une camisole au parti Les Démocrates pour l'exclure astucieusement de la scène politique est une sottise, car le parti LD a 28 députés, soit les 15% exigés, présents dans 15 circonscriptions électorales, les 3/5 des circonscriptions électorales recommandées dans le nouveau code. Il suffit qu'un seul refuse de délivrer son parrainage au candidat retenu par le parti politique pour que celui-ci soit hors jeu à la présidentielle de 2026. Affirmer que parce que les 3 partis politiques à l'Assemblée nationale, à savoir UPR, BR, LD, remplissent les conditions exigées par le code électoral voté pour conclure que la loi est inclusive, tel que l'a affirmé M. Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement à l'OLTB, est une méconnaissance totale des principes élémentaires du droit. Non seulement la loi doit être impersonnelle et de portée générale, mais également elle doit disposer pour l'avenir. Mieux, à la date d'aujourd'hui, n'y a-t-il pas d'autres partis politiques reconnus par le ministère de l'Intérieur, non présents au Parlement ou dans les conseils communaux? Oui. Il y en a même d'autres qui remplissent les conditions de la charte des partis politiques, tels que le PCB et l'USL, à qui le gouvernement a délibérément choisi de ne pas délivrer le récépissé de reconnaissance pour les raisons qui lui sont propres. Par ailleurs, quel est le parti politique qui a obtenu 20% de suffrages dans toutes les circonscriptions électorales lors des dernières législatives de 2023? UPR et BR ont-ils effectivement les 10% exigés dans les urnes avant de prétendre avoir des députés aujourd'hui au Parlement? Arrêtez l'hypocrisie. Le PRD, malgré son assise incontestable dans Ouémé-Plateau et avec une forte victoire au communal de 2020, n'a pu décrocher un seul conseiller à cause du taux de 10% sur le plan national. Les communes des 2 départements sont administrées par des autorités illégitimes non désignées par la population. Idem pour l'UNDB à Godomé. Les règles de la décentralisation sont sacrifiées par l'envie d'hégémonie dans les lois drones insensées. C'est le moment de féliciter tous les citoyens épris de paix pour leurs différentes contributions à ramener en vain à la raison le président Patrice Talon et ses députés. Ma reconnaissance va particulièrement aux leaders religieux du Bénin qui ont publié une déclaration lue par l'archevêque de Cotonou à la plateforme électorale des OST coordonnée par WANEP Bénin, dont le message intitulé « Appel à l'action » a été lu par Madame Fatouma Batoko Zossou, à l'imam de Calavi à Gori, El Hadj Moutawakilou, pour ses prêches d'éveil civique, sans oublier certains chefs de partis politiques, les juristes, les journalistes, les faiseurs d'opinion qui n'ont pas manqué, comme en 2018, 2019, 2021, de sensibiliser la classe politique et les citoyens. Déclaration représentant des confessions religieuses du Bénin. Objet: modification du code électoral.
les leaders des confessions religieuses réunissant les représentants de l'islam, de l'Église protestante méthodiste et de l'Église catholique, comme à l'accoutumée, suivent avec attention la situation sociopolitique de notre pays. Comme tous les Béninois et toutes les Béninoises, ils ont pris acte de la décision 24/001 du 4 janvier 2024 par laquelle la Cour constitutionnelle invite l'Assemblée nationale à modifier le code électoral pour, d'une part, rétablir l'égalité du pouvoir de parrainer à l'égard de tous les maires et, d'autre part, rendre conforme à l'article 49 de la Constitution les dispositions de l'article 142, alinéa 6 de la loi numéro 2019/43 du 15 novembre 2019 portant code électoral. Alors que l'Assemblée nationale s'apprête à opérer les modifications nécessaires au code électoral, les leaders des confessions religieuses invitent les honorables députés, au nom de l'intérêt de la nation, au nom de la préservation de la paix et de la stabilité de notre pays, à éviter toute loi ou disposition pouvant porter à l'exclusion. Il faut à tout prix épargner au peuple béninois les violences qui ont émaillé les dernières élections par le vote d'un code électoral qui garantisse des élections pacifiques, transparentes, inclusives et démocratiques en 2026. Les leaders des confessions religieuses du Bénin invitent les fils et filles du Bénin au calme et les acteurs politiques de toute obédience à la sagesse et à la retenue pour la préservation du vivre ensemble, gage du développement de notre pays. Que Dieu bénisse et protège notre pays. Fait à Cotonou, le 5 mars 2024. Ont signé M. Saïbou Radji, Religion pour la paix Bénin, membre du comité permanent du dialogue interreligieux de l'Union africaine, Imam Ahmed Roufaï Mami, de l'Union islamique du Bénin, commissaire dialogue interreligieux, le révérend Jésus-Comme Pascal Sabouran, aumônier national des cadres et leaders protestants méthodistes du Bénin, le révérend père Nathanaël Yaovi Souédé, aumônier national des cadres et personnalités politiques, et son Excellence Monseigneur Roger Mbedji, archevêque métropolitain de Cotonou, président de la conférence épiscopale du Bénin. Je salue particulièrement le titre très évocateur de la plateforme électorale des OSC, Appel à l'action. C'est véritablement à l'action que nous devons convier tous les citoyens épris de paix et soucieux de la promotion et de la sauvegarde des acquis démocratiques sous l'égide de vrais leaders éclairés, engagés pour la paix du Bénin et non pour des intérêts égoïstes de postes électifs ou d'avantages financiers pour leur rôle de courtier occulte aux côtés du régime. Oui, des actions comme celles des années 88-89 qui ont contraint feu président Mathieu Kérékou à écouter son peuple. Appel à l'action suite à l'adoption du code électoral relu le 5 mars 2024. La plateforme électorale des organisations de la société civile, coordonnée par WANEP Bénin, a suivi avec beaucoup d'amertume
et de tristesse, la séance plénière du mardi 5 mars 2024 de l'Assemblée nationale ayant abouti au vote de la proposition de loi portant modification du code électoral. La plateforme électorale note que la loi électorale, telle que votée hier, est porteuse d'exclusion contre l'intérêt général, fortement chrysogène et peut ouvrir la voie à la violence si elle est promulguée en l'état. Il faut rappeler que le code électoral de 2019, objet de cette inique relecture, avait déjà profondément entamé la cohésion nationale avec des conséquences déplorables qui demeurent encore vivaces dans les esprits. Et la plateforme électorale poursuit ses initiatives de plaidoyer et de dialogue pour renforcer la cohésion nationale. L'adoption du code électoral relu le 5 mars 2024 vient annihiler ces efforts inlassablement fournis par la société civile en vue de contribuer à des processus électoraux inclusifs et pacifiques dans notre pays. En conséquence, la plateforme électorale exhorte les membres de l'Assemblée nationale qui ont intérêt et qualité à tirer toutes les conséquences de l'article 121 de la Constitution en plaidoyer juridique pour contribuer au renforcement de l'état de droit et de la démocratie. Invite le chef de l'État à user de toutes ses prérogatives en vertu des dispositions des articles 57 et 121 de la Constitution pour assurer son serment de ne se laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes ses forces à la recherche et à la promotion du bien commun, de la paix et de l'unité nationale, en se refusant de promulguer en l'état la loi adoptée. Exhorte le peuple béninois à opposer à la violence le dialogue, l'écoute, la tolérance dans la différence, pour que triomphe l'héritage chèrement acquis à l'issue de la conférence des forces vives de la nation de février 1990. C'est le moment d'éprouver les politiciens de l'opposition et ou de la mouvance qui se réclament du peuple. J'ai lu beaucoup de commentaires et quelques essais de recours à la Cour constitutionnelle. Mais la situation est plus complexe que beaucoup de responsables politiques et juristes ne le pensent. Il y a tellement de points à aborder dans cette salade du code électoral adopté le 5 mars 2024 que j'ai choisi d'aller point par point et épisode par épisode pour la compréhension des citoyens et pour éviter de longues vidéos comme d'habitude. Épisode 1, 3 points. Je voudrais me pencher dans ce premier épisode entre autres sur les 3 gros pièges du code. L'article 40 nouveau, l'article 132 nouveau 5e tiret, l'article 135 nouveau 2e alinéa. Point 1. Article 40 nouveau. Conformément aux dispositions de l'article 40 nouveau du code voté le 5 mars 2024, la déclaration de candidature est présentée 60 jours avant la date de scrutin pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale, 65 jours avant la date de scrutin pour l'élection des conseillers communaux, 180 jours avant la date du premier tour pour l'élection du duo président de la République et vice-président de la République. Mon commentaire. Qu'est-ce qui se cache derrière ces délais de dépôt de dossiers de candidature ainsi fixés? Chers camarades, pour mieux comprendre ce qui se cache derrière les nombres de jours tels que fixés dans le nouveau code voté, il aurait fallu remonter au code de 2019 pour se remémorer les dates du déroulement des scrutins des législatives et communales qui sont programmées pour se tenir le 11 janvier 2026 et la présidentielle le 12 avril 2026. Dans le nouveau code voté, il est prescrit
que les dossiers de candidature aux législatives sont déposés 60 jours avant la date du scrutin. Autrement dit, le dépôt de candidature pour les élections législatives aura lieu au plus tard le 12 novembre 2025. L'installation des nouveaux députés élus en 2026 aura lieu le 8 février 2026. Dans le nouveau code voté, la date limite de dépôt des dossiers de candidature aux élections communales est fixée à 65 jours avant la date du scrutin. Autrement dit, pour les élections communales de 2026 qui auront lieu le 11 janvier 2026, la date limite du dépôt des dossiers sera le 7 novembre 2025. L'installation des conseillers et maires nouvellement élus en 2026 se fera du 1er au 15 février 2026. Donc, le dernier délai d'installation des maires et conseillers communaux est fixé au 15 février 2026. Dans le nouveau code voté, le délai du dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle est fixé à 180 jours, soit 6 mois, contrairement aux 50 jours plus 15 jours, soit 65 jours dans le code électoral de 2019. La question à se poser: pourquoi un si long écart entre la date du dépôt des dossiers à l'élection présidentielle et la date de tenue du scrutin? C'est de la ruse enragée. Pour les candidats à l'élection présidentielle de 2026, le dernier délai du dépôt des dossiers de candidature sera le 14 octobre 2025 pour une élection dont le premier tour est fixé au dimanche 12 avril 2026. Le nouveau président élu sera installé le 24 mai 2026. J'ai fait ces rappels de date pour vous permettre de mieux comprendre la supercherie de Patrice Talon qui manipule ses propres partisans à leur insu. Eux-mêmes sont loin de comprendre ce qui se trame derrière ces manigances contre leurs propres intérêts. Chers politiciens, mouvance et opposition, vous n'êtes pas encore sortis de l'ornière. Ce chiffon de code doit être déchiré et jeté à la poubelle. Passez outre le rétablissement de la Constitution de 1990 et du Code électoral de 2013, vous perdez votre temps à rêver d'élections libres, transparentes, inclusives sous Patrice Talon. À présent, je vous explique la supercherie et les gros pièges cachés derrière les délais de dépôt de dossiers de candidature. Les candidats à l'élection présidentielle, dont l'élection n'aura lieu que le 12 avril 2026, sont contraints de déposer leur dossier de candidature au plus tard le 14 octobre 2025, soit 180 jours, c'est-à-dire 6 mois avant le premier tour du scrutin. Alors que les députés et les conseillers dont les élections auront lieu le 11 janvier 2026 sont appelés à déposer leur dossier de candidature à une échéance plus lointaine, c'est-à-dire le 7 novembre 2025 pour les conseillers communaux, 65 jours avant le scrutin, et le 12 novembre 2025 pour les députés, 60 jours avant le scrutin. Conclusion. Les candidats aux élections législatives et communales dont l'élection est fixée au dimanche 11 janvier 2026 vont déposer leur dossier de candidature les 12 et 7 novembre 2025 après les candidats à l'élection présidentielle 14 octobre 2025 dont la date du scrutin est fixée au dimanche 12 avril 2026. En d'autres termes, les candidats à la présidentielle de 2026 ont l'obligation de déposer leur dossier de candidature 180 jours avant le premier tour du scrutin, c'est-à-dire qu'ils doivent déposer leur dossier au plus tard le 14 octobre 2025. Donc, avant le dépôt des dossiers par les candidats aux élections législatives et communales, dont la date limite de dépôt est fixée au 12 puis 7 novembre 2025. L'articulation des délais de dépôt de candidature
est l'opérationnalisation des menaces du député Augustin Amavoyebla, qui a assuré à 2 ans de scrutin du contrôle de 80% de députés et de conseillers communaux par son parti politique UPR dans la haute sphère de la ruse et de la rage. Je vais y revenir avec plus de détails dans une vidéo pour vous montrer le protocole, vol, bourrade d'une et manipulation des chiffres à la Sénat. N'oubliez pas que ce sont les députés élus de 2023 et les conseillers nommés de 2020 qui vont parrainer les candidats à l'élection présidentielle de 2026. La plupart ou tous voudraient être reconduits sur les listes des élections groupées de 2026. Patrice Talon veut manipuler leur avenir politique en jouant sur 2 cas de figure. Premier cas de figure, l'imbroglio créé dans le code électoral voté le 5 mars 2015 reste inchangé. Il va contrôler, en plus des institutions en charge des élections, toutes les listes des candidats aux élections générales de 2026, législatives et communales. Donc, par conséquent, tous les parrainages et donc le contrôle de tous les candidats à la présidentielle. Il aura ainsi la même mise sur les prochains candidats aux différentes élections, comme je l'avais annoncé dans ma lettre ouverte à propos de la proposition de loi Ake. C'est lui, Talon, qui doit contrôler toutes les candidatures aux communales et législatives. Il sera le seul maître à décider de qui sera candidat, conseiller, maire, député, parrain ou président de la République en 2026. Deuxième cas de figure, la loi votée le 5 mars 2024 est cassée par la Cour constitutionnelle dans certaines de ses dispositions liées au parrainage. Au cas où le parrainage échapperait au contrôle de Patrice Talon et serait pleinement sous la responsabilité de chaque député et maire, puisqu'il y a jurisprudence en la matière par 2 fois sous le président Joseph Jobenou, le parrainage est un acte individuel. Beaucoup de députés du camp présidentiel vont se rebeller contre le chef de l'État en accordant leur parrainage à des candidats autres que ceux imposés par lui. Ceux-là doivent être nettoyés de toutes les listes de la mouvance, comme de l'opposition, par tous les moyens pour ne plus revenir à l'Assemblée nationale. Les barrages administratifs et fiscaux, comme le quitus fiscal, seront à nouveau utilisés pour opérer le tri des hommes et femmes manipulables qui vont constituer le Parlement monocolore de 2026, comme ce fut le cas en 2019. Patrice Talon reprendra la main pour son projet d'instauration de sa dynastie à la tête du Bénin. Talon a été proactif en glissant ces dispositions de délai de dépôt de dossier qui passent inaperçues dans le code afin d'avoir plusieurs schémas à sa disposition pour la conservation du pouvoir personnel. L'élection du nouveau président aura lieu le 12 avril 2026. Il sera installé le 24 mai 2026. La fin normale du mandat de Patrice Talon interviendra à l'installation du nouveau président élu le 24 mai 2026. Les nouveaux députés et maires élus et installés en février 2026 passeront au moins 3 mois avec le président Talon, qui sera aux affaires jusqu'au 24 mai 2026. Ces nouveaux élus étant tous présélectionnés par lui, il aura la pleine autorité sur eux. Ils lui seront plus assujettis que les députés de la 8e législature qu'il a manipulés à sa guise pour mettre à sac le pays. Ce sera la période du méga projet de Patrice Talon, la refonte totale du système annoncée en décembre 2023 par le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Une réunion des présidents d'institutions, des nouveaux députés et maires nommés
sera convoqué. Sous l'appellation de dialogue interinstitutionnel, ils vont s'ériger en assemblée constituante, comme l'a révélé M. Louis Vlavonou le vendredi 22 décembre 2023 au cours de la rencontre des présidents d'institutions avec le ministre de la Justice et quelques députés de la mouvance présidentielle. Entre les présidents d'institutions et le ministère de la Justice en charge des relations avec les institutions. Firmé Bassao. Passer en revue les difficultés de chaque institution de la République et renforcer le dialogue interinstitutionnel au Bénin, c'est le fondement de ces assises qui réunissent les présidents d'institutions. À l'invitation du ministre en charge des relations avec les institutions, ils ont répondu à ce rendez-vous d'échange. Le chef de l'État, dans son discours d'investiture le 6 avril 2016, a clairement affiché l'urgence de poursuivre de profondes réformes au plan politique, institutionnel, économique et social pour impulser une nouvelle dynamique dans le pays avec pour objectif de rétablir un État respectueux des principes de la démocratie, des principes de la solidarité et des principes du développement. La mise en œuvre et la réussite de cette ambition du président de la République nécessite la contribution et la participation non seulement de tous les citoyens, mais aussi et surtout l'implication des institutions de la République. À la tête de la délégation parlementaire constituée non seulement de cadres, mais aussi de députés, le président de l'Assemblée nationale. Nous qui sommes ici, nous représentons la nation tout entière. C'est les institutions de la République. Et nous sommes comme une assemblée constituante, parce que ce qui se discute et ce qui se fait ici est au-delà de nos pauvres personnes. C'est la refonte totale de tout le système qui est en jeu. La rencontre elle-même est faite de 4 communications portant sur le fonctionnement et les difficultés de la Haute Cour de justice, le cadre juridique et législatif du Conseil économique et social, l'organisation des élections générales de 2026 par la Sénat, enfin les acquis et la percée de la CBDH à l'international. Les 4 communications ont été suivies des débats et contributions pour fluidifier les relations interinstitutionnelles d'une part et les relations entre gouvernements et institutions d'autre part. Dialogue de l'autre ouvert. Les nouveaux députés et maires ainsi que les présidents d'institutions étant tous du bord de Patrice Talon, le consensus de la classe politique sera évoqué pour charmer l'opinion et les institutions partenaires, comme on nous le chante avec le supposé dialogue politique de 2019 que le ministre Séverin Quenom a eu le courage et la prétention de comparer au consensus de la conférence nationale. Heureusement que le professeur Paulin Routongi avait énergiquement rétorqué pour le cadrer. La révision constitutionnelle manquée du 1er mars 2024 reviendra et la refonte totale du système annoncé sera opérée. De nouvelles institutions naîtront. Une nouvelle charte des partis politiques consacrant un parti politique fort avec un machin qui jouera le rôle du parti d'opposition pour amuser la galerie vont être créés. Un nouveau code électoral sera voté. La dynastie dont j'avais parlé en décembre 2020, commentant la révision constitutionnelle de 2019, qui a intitulé le poste cosmétique de vice-président, verra le jour. Fin avril 2026, ce nouveau chantier sera terminé. Fin mai 2026, une nouvelle république sera proclamée. Tout sera reconsidéré pour l'enchaînement du nouveau mandat sans fin du clan. Les sujets seront taillables et corvéables sans ménagement. Chers camarades, la vraie lutte à mener, c'est ce que la plateforme électorale des OST a recommandé. Levons-nous pour faire entendre raison à Patrice Talon. Point 2.
l'article 132 nouveau 5e tiret. Article 132 nouveau 5e tiret, je cite, « Nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou vice-président de la République s'il a été élu 2 fois président de la République et a exercé comme tel 2 mandats. » Souligné, et a exercé comme tel 2 mandats. Et a exercé comme tel 2 mandats. Heureusement que la révision constitutionnelle a échoué. Sinon, ce bout de phrase « et a exercé tel quel 2 mandats » introduit dans le code de 2019 et reconduit dans celui de 2024 aura eu tout son sens et son application parfaite quand Patrice Talon va demander à être candidat en 2026, puisqu'il aurait gentiment abandonné l'exercice de ses charges pendant 3 mois en raison de l'inversion de l'ordre des élections. Comprenez-vous bien ce refrain de légalité et de légitimité prôné lors de la conférence de presse avec les journalistes et qui a servi de socle à la proposition de loi de révision du député Seibou? Quand est-ce qu'on pourrait tranquillement dormir aux côtés du président Patrice Talon et être sûr de se réveiller en pleine forme? Celui qui a exercé illégalement 45 jours après son premier mandat se porte subitement volontaire pour laisser 3 mois ou plus de son second mandat. Quelle générosité, quelle gentillesse! Et des griots ont repris en chœur la chanson. Le président est très généreux. Il a même accepté écourter son mandat de quelques mois pour l'ancrage du système partisan. Point 3. L'article 135 nouveau, 2e alinéa. Et je cite. « Outre les pièces mentionnées à l'article 41 du présent code et aux fins de l'étude des dossiers de candidature, la Commission électorale nationale autonome se fait délivrer par les autorités compétentes le bulletin numéro 2 du casier judiciaire des candidats. » Fin de citation. L'article 41 n'est pas dans cette loi modificative et complétive. Il faut être curieux pour aller le chercher dans le code électoral de 2019. L'article 41 donne la liste des pièces qui accompagnent la déclaration de candidature. Dans l'énumération, il est mentionné entre autres le bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois que le candidat joint à sa déclaration. Dans une loi complétive éparse, on ajoute subrepticement à l'article 135 le bulletin numéro 2 du casier judiciaire des candidats, qui cette fois-ci sera demandé par la Sénat. Pourquoi cette nouvelle pièce et pourquoi c'est à la Sénat de la demander? J'ai poussé plus loin ma curiosité en allant vérifier ce qui était exigé dans le code électoral consensuel retenu par la classe politique, celui de 2013. Il s'agit uniquement du bulletin numéro 3, article 45. À l'analyse, cette nouvelle pièce n'a qu'une seule visée, l'exclusion comme le quitus fiscal, dont la délivrance incombe au DG Impôts, qui va d'abord recevoir des instructions des hautes autorités, avant de savoir à qui donner ou non le document. Dans le cas d'espèce, il y a un double filtre, celui du tribunal, ministère de la Justice, puis celui de la Sénat, composé uniquement des membres de la mouvance présidentielle, sans un membre de l'opposition. La réponse est vite trouvée quand un candidat sera recalé. La Sénat n'a pas reçu le bulletin numéro 2 du casier judiciaire. Du coup, le dossier est incomplet et donc inéligible. En toute honnêteté, est-ce qu'on peut faire la politique avec un tel cynisme? La politique n'est pas pour les mafieux, mais pour des personnes crédibles en quête constante d'éthique. Élection sous Patrice Talon. Dans les conditions actuelles,
avec des textes traficotés qui seront appliqués par la Sénat et les institutions aux ordres, vous êtes loin de sortir du bourbier. Aucune élection ne sera gagnée avec Patrice Talon parce qu'il ne sait pas participer à une compétition. Responsable de partis politiques, changez de cap et de paradigme. Engagez-vous dans la vraie lutte, à la hauteur de l'affront que Patrice Talon et ses ouvriers font au peuple souverain. Je réalise par ailleurs que le peuple lui-même ne se met pas encore à la hauteur du défi que lui lance Patrice Talon, faute peut-être de leaders déterminés. Aux côtés des patriotes doivent s'engager les partis politiques, les représentants de la société civile, les responsables syndicaux, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les étudiants, les élèves, les vendeuses et vendeurs, pour une véritable lutte de reconquête des libertés publiques. Patrice Talon a, par des lois drones, bouché tous les canaux d'expression démocratique. Certains l'avaient dit avant moi, cessons de nous leurrer avec des questions électorales. Aucune élection électorale ne sera gagnée sous Patrice Talon. Le code voté le 5 mars 2024 est un champ entièrement miné. La seule et unique solution acceptable pour le moment, c'est le retour à la Constitution de 1990 et le code électoral de 2013. Nous aurons le temps, après les assises nationales, d'élaborer une nouvelle Constitution avec les textes subséquents. Au peuple souverain de prendre les moyens appropriés pour s'affranchir. À ce titre, je vous donne lecture d'une citation dans Sous l'orage de Seydou Badian. Un chef qui fait trembler est comme une grosse pierre qui barre une piste. Les voyageurs l'évitent, la contournent, puis un jour, ils s'aperçoivent que le chemin serait moins long s'il n'y avait pas la pierre. Alors, ils viennent en grand nombre et la déplacent. La force ne crée pas un chef, mais un adversaire à abattre. Valentin Guérantin Agossou.